Vous allez bien ce matin? Belle journée ensoleillée pour débuter. Donc, je suis Françoise Paquette, je suis directrice des relations gouvernementales au Conseil québécois du commerce de détail. Donc, au nom du Conseil et de notre partenaire Détail Québec, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Webinaire qui portera sur un sujet qui est très, très important actuellement, tout ce qui concerne le respect, en fait, les nouvelles exigences qui ont été adoptées en matière de santé et sécurité au travail et des nouvelles exigences qui sont prévues dans différents outils et trousses qui ont été développés par la CNESST. Donc, je suis accompagnée de Madame Dominique Beaudoin qui va agir comme conférencière formatrice dans le cadre de ce webinaire-là. Madame Beaudoin est conseillère en santé et sécurité au travail au Centre patronal en santé et sécurité du travail. Donc, elle possède une expérience de longue date, a accompagné par le passé des entreprises dans de nombreux secteurs variés et a comme objectif d'outiller les gestionnaires, les travailleurs dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Je suis également accompagnée de ma collègue Vanessa Lamétrie, qui est coordonnatrice, je m'excuse, de projet au Conseil québécois. Et Vanessa va s'occuper de la période de questions durant ce présent webinaire. Côté fonctionnement, je vous rappelle que la présentation va durer 1 heure, donc qui sera répartie en 2 sections. Donc, la première partie va être consacrée à la présentation de Mme Beaudoin. Donc, on prévoit environ 50 minutes. Il y a beaucoup de contenu auquel on souhaite vous livrer. Et on va réserver la période de questions à la toute fin, pendant une période de 10 minutes environ. Donc, afin d'être en mesure de pouvoir prendre le maximum de questions, je vous inviterai à être relativement court. Et avant de laisser la parole à Mme Beaudoin, je vais demander, Vanessa, si tu peux donner quelques conseils là, et directives concernant le fonctionnement au niveau de la période de questions. Oui, c'est parfait. Alors, au niveau des questions, vous avez l'option du Q&A en bas de page. Vous pouvez à ce moment-là poser vos questions à l'écrit. Et donc, durant la période de questions, à la fin de la présentation, je lirai les questions à haute voix à Dominique. Si vraiment vous avez une question un peu plus complexe et que vous désirez le faire à l'oral, vous aurez juste à lever la main. Vous avez aussi l'option en bas de page et j'activerai votre micro à ce moment-là pour qu'on puisse vous entendre poser la question à Madame Beaudoin directement. Voilà. Parfait. Donc, je crois qu'on est en mesure de démarrer. Donc, je laisse, Dominique, je te laisse la parole. Très bien, merci. Parfait. Donc, on va commencer. Alors, je vais démarrer avec le partage de ma présentation. Donc, allons-y. Comme ça. Et voilà. On se met sur la page couverture. Donc, j'aimerais m'assurer que tout le monde me voit bien, tout le monde m'entend bien. Et excusez-moi, je sais que j'ai l'assistance de Vanessa sur le plan technique, c'est très apprécié. Donc, juste m'assurer que tout le monde me voit bien, m'entend bien. Si vous pouvez faire un petit signe comme quoi, oui, il y a des mains qui se lèvent. C'est parfait. Excellent, très bien. Donc, voyez-vous, ça, c'est notre façon de communiquer avec vous un peu virtuellement. On va le garder contact comme ça un petit peu, mais je vois que ça se passe bien. Excellent. Donc, allons-y. Je me mets en mode diaporama. On démarre ça ensemble. Donc, je vais aussi afficher en petit. Donc, je vais simplement me mettre moi. Vous me voyez, je vais essayer je vais me promener dans la présentation pour que vous voyez le maximum de contenu.
Donc, voilà, alors, je suis là aujourd'hui pour vous présenter la trousse d'outils COVID-19 qui a été là, élaborée par la CNSST. Vous savez, en ce début de, quand la pandémie a démarré, il a vraiment fallu, tout le Québec a dû s'activer pour être en mode prévention. Et là, maintenant, c'est la relance des commerces. C'est une belle nouvelle, ça fait du bien. Par contre, il y a des choses à mettre en place. Je sais qu'il y a des commerces qui sont déjà bien actifs, mais ce n'est pas un luxe de se remémorer, de se tenir informé parce que c'est très évolutif. Les mesures préventives, vous avez probablement suivi ça au niveau des médias et la CNESST prend les bouchées doubles pour vous alimenter, vous outiller. Donc, vous outiller. C'est ce que je vais faire ce matin. Alors, on va commencer ça. Alors, voyez-vous, la reprise graduelle des activités, on sait que ça fait déjà un moment pour l'ensemble là, du Québec, sauf la communauté métropolitaine de Montréal. Il faut être un peu plus patient, mais pour ceux qui ont commencé le 4 mai, c'est déjà en branle. Là, ça a été confirmé, ça s'en vient à grands pas le 25 mai. Le Grand Montréal va se remettre en action, mais bien sûr, c'est une région très chaude au Québec, Montréal, côté coronavirus, et il faut vraiment être très, très prudent. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie ce matin pour bien vous outiller pour être solide pour cette relance. Alors, bien sûr, les entreprises de chaîne d'approvisionnement, le commerce de gros vont certainement reprendre les activités en lien avec les dates des secteurs desservis simplement. Et bien sûr, au niveau commerce de détail, qu'il n'y a pas d'entrée directe de l'extérieur intégrée à un centre commercial, il faut s'armer de patience, mais les directives, on les suit de près. Alors, voici le plan un peu de la présentation aujourd'hui. Alors, voyez-vous, je vous présente le tronc commun parce qu'il y a des outils là, qui s'appliquent pour tous les secteurs économiques au Québec. Donc, c'est des grandes lignes, mais qui sont fondamentales pour bien se démarrer. Le tronc commun. Et bien sûr, il y a des spécificités au commerce de détail et on va vraiment vous donner, je vais vous donner le maximum d'informations que j'ai pu récolter depuis les dernières semaines pour vous. Alors, on va commencer bien sûr avec la prise en charge de la santé et sécurité au travail, ce à quoi la CNESST s'attend des commerces et de l'ensemble des secteurs au Québec. L'exclusion des personnes symptomatiques, c'est une clé pour ne pas laisser le coronavirus entrer dans votre établissement. La distanciation physique, évidemment. L'hygiène et l'étiquette respiratoire, c'est dans notre quotidien. La salubrité de l'environnement, ça aussi, c'est omniprésent. Et les risques psychosociaux en milieu de travail, je pense qu'on commence à en parler de plus en plus. Il faut se donner des trucs, des idées, parce que l'humain a besoin d'être soutenu en cette période de stress. Donc, on va certainement en traiter. Alors, bien sûr, ce sont des guides qui ont été montés très rapidement pour outiller au plus vite et ils sont évolutifs. Et la CNESST dit qu'il faut se brancher sur l'actualité au niveau de la santé publique. Alors, voyez-vous, le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Institut national de santé publique, un institut de recherche en santé et sécurité, hein, je vais vous alimenter avec les partenaires de la CNESST pour vous donner le maximum de trucs. Donc, voyez-vous la porte d'entrée, OK? Quand vous arrivez sur le site de la CNESST, la trousse COVID-19, c'est un coffre, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a toutes sortes d'outils intéressants pour vous. Et ce qui est magnifique, c'est maintenant sous forme d'application mobile. On n'a pas beaucoup accès au papier, peut-être. Alors, c'est facile avec les téléphones d'avoir accès à tous les outils. Je vous ai toujours mis des liens. Tout au long de la rencontre, vous allez voir un paquet de liens. Mais lorsque vous allez recevoir le PDF après la présentation, c'est très facile d'aller cliquer et vous allez directement où vous avez besoin des outils. Alors ça, moi, je trouve ça bien utile. Donc, la trousse pour le commerce de détail, voyez-vous, vous avez 3 principaux outils. Bien sûr, il y a un guide, puis on va passer au travers aujourd'hui avec les grands principes. Il y a une liste de vérification au quotidien et cette liste-là, elle est tellement utile pour être sûr qu'on a fait le tour à chaque jour des actions spécifiques à poser en santé et sécurité pour protéger la clientèle, protéger les employés. Et bien sûr, un affichage parce qu'une image vaut 1000 mots et on a besoin de repères parce que ça va vite. Puis des fois, on peut peut-être oublier certaines notions fondamentales. Donc, ce qu'il faut, c'est en parler,
et collaborer ensemble, hein. C'est vraiment le mot d'ordre avec ces outils-là pour qu'ils soient efficaces. Pour une bonne prise en charge en santé-sécurité, ça prend les porteurs de dossiers, hein. Donc, le petit logo de la CNESST, c'est ça. Il faut se l'approprier, ce dossier-là de lutte contre l'ennemi invisible qui est le coronavirus. Donc, il faut vraiment penser à ces 3 étapes-là. J'identifie, je corrige et je contrôle mes situations à risque dans mon commerce. C'est une roue qui tourne et il y a toujours des risques résiduels. Il faut toujours être très allumé, avoir le scanner à on que j'appelle pour voir ce qu'il y en est et se faire aider. Des gens autour de nous, des travailleurs dans votre secteur et de la clientèle aussi. Tout le monde doit faire sa part. Et là, bien entendu, hein, c'est la CNESST qui émet ces directives basées sur la loi sur la santé et la sécurité du travail au Québec. C'est que ça a un caractère très sérieux. Bien sûr, la CNESST a de grandes attentes envers l'employeur. L'article 51 est clair. Il faut identifier, corriger et contrôler les situations à risque dans le milieu de travail. Mais l'article 49 est clair aussi au niveau des obligations des travailleurs. Ils doivent eux aussi participer à l'identification, la correction et le contrôle des risques avec leur employeur. Donc, 49 plus 51, ça fait 100. Ce sont 2 articles qui nous disent si tout le monde fait sa part, on va arriver à notre résultat de 100% de prise en charge. Alors, c'est vraiment ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, surtout en cette période de crise. En période de prise en charge, d'identification de risques, c'est sûr qu'il faut vraiment le logo avec le petit bonhomme qui est en mode « OK, j'identifie mes situations à risque », c'est fondamental. Vous savez, les situations à risque, vous êtes habitués d'en gérer dans vos commerces, des planchers qui peuvent être un peu mouillés, souillés, des boîtes lourdes. Vous avez plein de mesures en place pour protéger votre clientèle, protéger vos travailleurs. C'est des dangers évidents. Mais vous savez, les situations à risque de transmission du virus, c'est tellement, on dirait que c'est invisible tout ça, c'est pas net toujours. Et cette petite bête-là qu'on commence à voir un peu partout, qu'on voit dans les médias depuis un moment, qui stimule notre imaginaire, ça demeure quand même l'ennemi invisible, comme je vous disais. Donc, il faut se mettre en mode réflexion sur OK, qu'est-ce qui peut m'aider à bien identifier mes situations à risque? Alors, j'ai eu la chance, le privilège de participer à un webinaire du Conseil québécois du commerce de détail et ça m'a aidé. Je me suis dit, ben oui, pour se mettre en mode identification des situations à risque, il faut penser, bien entendu, au parcours client. Il y a plusieurs étapes dans l'expérience client. La personne entre en magasin, cherche un produit, va poser des questions à un commis, va payer à la caisse et elle sort du magasin. Donc, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a vraiment, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais pendant ces étapes-là, est-ce qu'il y a risque de transmission du virus? Donc, c'est vraiment de mettre les outils que je vais vous présenter toujours au service de ces étapes-là pour assurer une belle expérience client, bien entendu. Il y a le client, mais bien sûr, il y a vos employés qui gravitent autour de vos clients pour assurer cette expérience, cette qualité du service. Donc, ça prend vraiment une gestion à l'entrée du commerce. Évidemment, le nettoyage des lieux, les points de contact. Il faut penser à toutes sortes de choses. Lorsqu'on distribue la marchandise, comment on va s'y prendre. Répondre aux questions d'un client, hein, c'est quelque chose, se maintenir à 2 mètres d'un client qui a des questions. Il faut l'intégrer dans nos mœurs. Le service aux cabines, aux caisses, à la sortie du magasin et aussi lorsqu'il y a une livraison d'un produit. Ça va jusqu'à la porte du client. Où sont les risques? Hein, donc, on est vraiment dans cette réflexion-là. Et ça ne se termine pas là. Le dernier élément, vous avez des gens, des collaborateurs, des fournisseurs, des sous-traitants, des gens qui viennent livrer de la marchandise, hein, qui arrivent de l'extérieur. On ne veut pas que ça se passe n'importe comment. Vous voulez que ça se passe selon vos règles du jeu. Le colis, la marchandise est déposée à un endroit spécial. On peut décontaminer les lieux. On veut vraiment s'assurer que le coronavirus n'entre pas par vos collaborateurs. Aussi, par exemple, les gardiens de sécurité qui viennent vous rendre leur service, les gens qui viennent réparer de l'équipement chez vous. Hein, vous voulez vraiment qu'ils se comportent selon les règles du jeu. Donc, ça aussi, ça porte à réflexion. Alors, maintenant qu'on est dans cet état-là d'esprit, on se dit, OK, j'identifie, maintenant je vais vouloir corriger, donc je vais vous donner des informations là-dessus et contrôler tout ça. Et bien sûr, ça demande une participation. Alors, sur le tronc commun, ça le dit, l'employeur et le travailleur doivent travailler ensemble
pour plusieurs secteurs industriels au Québec, il y a ce qu'on appelle les comités en santé et sécurité du travail. Ce n'est pas nécessairement omniprésent dans le commerce de détail, mais vous avez certainement des petites cellules grises où est-ce que travailleurs et employeurs travaillent ensemble, coordonnent les activités pour lutter contre le coronavirus. Il faut s'en inspirer, d'avoir des représentants des travailleurs à différents secteurs de votre commerce qui peuvent signaler les situations à risque et rapidement que ce soit centralisé et géré. Mais ça demande vraiment une collaboration de tous. On va informer nos fournisseurs, nos sous-traitants de ce qui est fait et bien sûr de la clientèle. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour contrôler la situation? Et bien sûr, là je le dis, il faut instaurer les mesures préventives recommandées par la santé publique. Et c'est là-dessus que je vais particulièrement vous alimenter parce que ça bouge à chaque 2-3 jours au niveau des directives. Sur quoi reposent nos mesures de prévention? OK? Alors, c'est sûr que ces logos-là, on va les voir, c'est nos repères pour les prochaines 50 minutes. Il y a l'exclusion, la distanciation, l'étiquette, l'hygiène respiratoire et bien sûr la salubrité. On va toujours travailler à partir de ça pour vraiment mettre en place des mesures préventives. Mais c'est sûr que ça peut générer un certain stress pour vous comme employeur, les travailleurs, vos fournisseurs, votre clientèle. Et il faut penser à la santé psychologique. Dans tout ça, il faut penser à écouter, à recevoir les suggestions, à travailler ensemble et on va y venir. Donc, c'est de le garder à l'esprit. Voilà. Alors, ici, nos personnes qui sont symptomatiques et qui veulent venir vivre l'expérience client, ouf, hein, donc on a des choses à faire. Et aussi par rapport à nos employés, il faut certainement afficher les règles d'exclusion des lieux de travail dans les aires communes pour bien informer les gens, faire des rappels. Et il faut informer, c'est une chose de l'afficher, le transmettre par courriel, mais d'avoir ce dialogue-là pour dire pourquoi c'est si important, ces règles d'exclusion-là, hein, c'est fondamental. Alors, vous savez, le premier guide pointu qui est sorti avec des mesures spécifiques, c'est celui pour la réouverture des chantiers de construction. Ça demeure une base. Vous voyez, l'équipe COVID-19 de la CNESST en conférence s'y réfère. Alors, il y a 3 questions et ces 3 questions-là, elles sont fondamentales pour vous. Il faut vérifier si vos employés ont des symptômes liés à la COVID. Il faut vérifier aussi s'ils reviennent de voyage. On sait que c'est moins fréquent, mais quand même, il peut y avoir des gens qui reviennent de voyage depuis moins de 2 semaines de l'extérieur du Canada. Et bien sûr, ce qui est très évolutif, c'est est-ce que un de vos employés aurait été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? Ça aussi, c'est un élément important parce que s'il y a oui, OK, à une de ces réponses-là, bien sûr, la personne doit retourner chez elle et vraiment se faire prendre en charge avec le numéro de téléphone qu'elle va composer. Hein, c'est fondamental pour limiter la propagation. Évidemment, on veut faire tout ça avant que la personne se présente au travail. Donc, on veut que l'information soit claire au niveau d'un petit questionnaire. Puis c'est surtout qu'on veut que vos employés se fassent une forme d'auto-évaluation à chaque jour. Hein, puis je pense que c'est les symptômes beaucoup et le contact avec d'autres personnes atteintes de la COVID-19 qui sont fondamentales à surveiller. Et vos travailleurs ont une responsabilité. Et donc, c'est ce que je voulais vous signaler, le retour de voyage et le contact avec des gens atteints de la COVID, c'est quand même très présent. Je l'ai ajouté, ce n'est pas dans le guide actuellement, mais c'est un ajout fondamental parce que c'est fait par le comité. Maintenant, c'est de l'information, bien sûr, confidentielle. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour vraiment protéger l'information. Mais vous savez, documenter ce qui se passe au niveau des symptômes, au niveau des personnes qui retournent peut-être en isolement chez eux, c'est une façon de montrer que vous prenez en charge la SST. Si jamais un inspecteur vient inspecter votre lieu de travail et qui demande de voir comment est-ce que vous documentez ça, les personnes symptomatiques, vous allez pouvoir avoir tout en main. Alors, c'est fondamental de bien faire les choses. Côté généralité, tronc commun, encore une fois, c'est sûr que si vous avez un employé qui commence à développer des symptômes alors qu'il est en service,
bien évidemment, il faut être en mesure de l'isoler dans un local, lui faire porter un masque de procédure, un masque chirurgical. Et il faut appeler à la ligne COVID-19. Il faut documenter ça. Alors, bien entendu, il ne faut pas attendre d'avoir une personne qui développe des symptômes pour s'organiser. Il faut déjà savoir où est-ce qu'on va isoler la personne. Il faut avoir une petite réserve de masques proche. Puis il faut que la personne qui va faire ça, cette tâche d'isoler le travailleur, soit bien au fait de maintenir sa distance le plus possible avec l'individu. Hein. Ça demande une préparation. Ce qui est très spécifique au commerce de détail, ça, c'est notre petit séparateur, comme quoi on est vraiment rendu pour vous dans votre secteur pointu. C'est beaucoup au niveau de l'affichage à l'entrée de votre commerce. Alors, ce que votre guide vous dit, c'est que, bien sûr, côté exclusion des personnes symptomatiques, il faut que les gens soient bien informés. Bon, écoutez, qu'en cas de symptômes, il faut reporter les achats. On les effectue en ligne ou on envoie quelqu'un de l'entourage les faire hein, à notre place. Donc, c'est sûr qu'il y a aussi, bien sûr, le téléphone. On le sait que ça s'est développé dans les commerces, les commandes par téléphone. Il faut être très patient avec les clients, mais c'est tellement apprécié. Et après, il y a une livraison à domicile et ça permet de rester très actif au niveau de vos ventes et les gens ont accès à leurs produits. J'ai une photo ici pour vous, c'est une épicerie de mon quartier et c'est le panneau qu'on voit à l'entrée de l'épicerie, mais j'aime à vous dire que c'est intéressant quand il y a un humain qui s'occupe de nous à l'entrée d'un commerce parce que se faire poser des questions sur les symptômes, le voyage et tout, ça peut être délicat et c'est bien si c'est quelqu'un qui est en charge de ça. C'est un beau plus. Évidemment, on va s'inspirer. Les commerces, hein, ça l'a été dit, on s'inspire de ce qui se passe dans les pharmacies, hein, avec des visuels sur les symptômes, des questions. Les 3 questions sont très bien là, très évidentes et on le dit, n'entrez pas, appelez-nous. On va vous donner vos produits par téléphone. Il n'y a aucun problème si vous avez ces symptômes-là. Donc, je me promène un peu. Tiens, ça fait un peu d'animation. Évidemment, encore une fois, on commande en ligne ou par téléphone. Et j'attire votre attention, hein, bien sûr, les personnes vulnérables, 70 ans et plus, avec un système immunitaire plus faible, il faut vraiment les inciter à ne pas entrer dans vos commerces. Il faut les inciter à faire affaire avec le téléphone. Souvent, ça peut donner un bon coup de main pour les protéger. Hein. Bien sûr, on le sait, ce sont des gens plus vulnérables. Ici, alors voyez-vous, votre guide vous le précise. Hein, bon, bien sûr, il faut rappeler les consignes pour les gens symptomatiques ou qui reviennent de voyage, etc. Mais il faut certainement rapidement, avec des visuels, dire aux clients, voici comment nos services sont organisés. Voici ce à quoi on s'attend de vous. Hein, de ne pas tout toucher les produits, les files d'attente, comment on s'organise, les modalités de paiement. Je vais en parler. C'est tellement une belle façon d'aller agir à la source contre le virus. Le retrait des marchandises, comment on fonctionne pour les retours de marchandises, etc. Et évidemment, la possibilité de précommande par téléphone ou en ligne. Que ce soit bien net dès l'entrée. Côté distanciation physique, hein, évidemment, c'est une belle mesure préventive, mais qui n'est pas toujours facile à appliquer. Il faut s'équiper pour ça. Bien sûr, afficher les règles de distanciation. Pour le rappel, ça fait partie du jeu. Ça fait spécial de dire, ben oui, c'est sûr qu'il faut éviter les contacts directs, serrer la main, les accolades, mais l'humain n'est pas fait pour ça. On est des gens de tribu, on a survécu à l'époque paléolithique en tribu pour chasser le mammouth. On est habitué d'être ensemble et c'est très difficile pour plusieurs personnes de maintenir cette distance-là. Mais il faut se le rappeler, parce que dans une journée, ça va vite. On peut avoir des réflexes qui fait qu'on se rapproche des gens. Donc, il faut se le rappeler, malheureusement. Mesure de distanciation au travail, hein, j'arrive au boulot, il faut que je maintienne mon 2 mètres. Je suis en train, je suis en activité, je suis dans l'action, il faut que je pense toujours à maintenir mon 2 mètres. Et même quand je vais vers la porte de sortie, je maintiens mon 2 mètres. Hein, c'est fondamental. Alors, évidemment, il y a des situations où c'est difficile ou presque impossible, cette distanciation-là. On utilise la technologie, bien sûr, le télétravail, c'est très actif. Et on met des barrières physiques. Et ça, vous en avez certainement déjà entendu parler.
Je veux vous outiller là-dessus. Et toute la réorganisation du travail. Et c'est là que ça demande de la créativité. Et les commerçants, c'est incroyable tout ce qui se met en branle pour rester actifs et sécuritaires. On va réaménager les postes. On va y aller sous forme de petites équipes, hein. On essaie d'éviter les rotations de tâches pour limiter la propagation potentielle du virus. On va bien sûr limiter le nombre de travailleurs, hein, dans les secteurs, dans les pièces. Bien sûr, on va éviter les regroupements physiques. On essaie le moins possible de partager les objets, les outils et de limiter les déplacements. Donc, tout ça, hein, c'est des grands aspects à mettre en application qui donnent un bon coup de main. Ça se pourrait qu'il y ait des tâches où vraiment le 2 mètres, c'est trop un défi. Alors, il y a des équipements de protection individuelle. Dans le guide, euh, évidemment, le tronc commun, on le dit, ça prend une protection respiratoire. Alors, ce qui est connu, c'est le masque de procédure bleu. Ça prend des lunettes de protection. Ça prend une visière. Donc, on peut dire, OK, je vais prendre le masque et je vais mettre la visière parce que j'ai moins de buée. Avec les lunettes, ça fait de la buée. D'autres vont dire, non, moi, j'aime mieux avec les lunettes, ça va, j'ai pas de buée. Hein, ils vous laissent adapter ça à votre situation, bien entendu. Et des fois, on peut avoir besoin de gants, surtout quand il faut faire du nettoyage, justement, et que c'est dur de maintenir là, la distance. Alors, c'est grosso modo les grandes lignes du guide tronc commun. Je vais arriver avec le pointu, ça ne sera pas long pour vous, mais ça se ressemble pas mal. Pause et repas, évidemment, on va assurer une distance de 2 mètres entre les travailleurs dans les salles à manger. Alors, il faut ajuster l'horaire, hein, des pauses, des repas. Il faut être créatif. Évidemment, dans la mesure du possible, ne pas partager tasses, verres, assiettes, ustensiles. Là. On lave soi-même sa vaisselle. On peut l'avoir à part, identifié à notre nom. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est sûr que si c'est lavé à l'eau chaude avec du savon, puis à la limite, c'est commun à tous. Si la personne elle a une bonne hygiène des mains, celle qui fait la vaisselle, peut-être ça va. Mais il faut garder les grands principes quand même et mettre toutes les chances de notre côté. Côté transport des travailleurs, peut-être que dans vos commerces, il y a des gens qui vont faire du covoiturage pour aller au boulot, par exemple. Alors là, c'est sûr qu'il faut vérifier l'état de santé, hein, avant l'embarquement. C'est plus dur de respecter les 2 mètres. C'est sûr, il y en a qui ont des grands véhicules. C'est un peu plus facile à ce moment-là, mais autrement, le conducteur est là et évidemment, le passager va s'asseoir derrière. On va nettoyer, hein, fréquemment les véhicules et bien sûr, on ne mange pas dans le véhicule. Donc ça, c'est les grandes lignes. Évidemment, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été activées depuis parce qu'on sait que le transport, c'est nécessaire. L'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, je vais vous en parler beaucoup aujourd'hui, eux, ils ont vraiment fait une proposition au niveau des cloisons dans les véhicules. Et ce sont plutôt des rideaux de plastique souples qui sont encouragés, par exemple, dans les véhicules. Puis si c'est plus rigide, ils disent vraiment quel produit mettre. Et la SAAQ a mis la main à la pâte, bien sûr, pour vous dire, OK, voici comment vous allez pouvoir installer ça sécuritairement dans vos véhicules. Donc, je pense que c'est des guides simples à utiliser. Je vous encourage à aller les voir si vous avez besoin de le faire. Ici, il y a un visuel, hein, c'est le fun, le guide de l'auto est là, est très pratico-pratique pour aider les gens à appliquer les mesures de prévention dans les véhicules. Je vous encourage à aller voir ça. Le pointu, côté commerce de détail, au niveau affichage, alors vous avez bien sûr votre affiche qui est tout à fait téléchargeable sur la distanciation, mais elle a quand même beaucoup d'éléments clés vraiment importants pour vous à rappeler à votre clientèle surtout. Et j'attire votre œil sur ces 3 éléments-là ici. Regardez, évidemment, les mesures d'hygiène pour ne pas être obligé de se laver les mains à chaque 5 minutes puis souffrir d'une dermatite, là, favoriser le paiement électronique de la part de vos clients. C'est tellement l'avenir pour les commerces, pour vraiment avoir une belle mesure de prévention. Il faut planifier les tâches, hein, aussi pour toujours maintenir le 2 mètres dans les commerces et certainement limiter le nombre de clients dans le commerce. Ça, c'est des règles d'art. Si elles sont respectées, on met vraiment les chances de notre côté. Ici, vous avez des visuels, hein, qui vous le montrent. Quand c'est dur, le 2 mètres, bien sûr, les gens attendent. On devient de plus en plus discipliné au Québec pour respecter le 2 mètres pendant la file d'attente. Et c'est bien, hein, d'afficher le nombre de personnes
surtout pour la personne qui fait comme les douanes à l'entrée de votre commerce pour dire, OK, c'est 88 individus, il ne faut pas dépasser ça. Les pompiers ont très bien collaboré pour donner aux entreprises qui devaient ouvrir leurs portes en période de pandémie, de dire, OK, vous avez une capacité de X nombre d'individus dans votre local. Donc, vous vous dites, OK, je coupe ça de 50 peut-être même de 40 pour être plus prudent. Et j'y vais en m'adaptant. Quand je sens qu'il y a trop de gens, je stoppe ça. Je veux garder le contrôle sur ce qui se passe dans mon établissement grâce à ça. Des trucs, hein? Je vous parle d'un contexte très montréalais ici, là. Le plateau Mont-Royal, j'ai ma cousine qui habite là et elle me le dit, Dominique, sur les trottoirs, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui circulent. Il faut y aller avec des cônes lorsqu'il y a des aires d'attente pour éviter que les gens se croisent. Je vais bouger un petit peu, se croisent de trop près. Il y a les corridors sanitaires aussi qui rendent un énorme service. J'en ai un dans mon quartier, donc c'est vraiment aussi une clé pour vous aider à maintenir vos commerces ouverts et sécuritaires. Ici, quand c'est difficile pour le 2 mètres, c'est sûr que les barrières physiques sont très aidantes. Entre différents postes de travail qui sont vraiment proches l'un de l'autre et qu'on ne veut pas tout réaménager, on peut aller avec des barrières physiques qui peuvent rendre service et bien sûr aux caisses. Les caisses, là, j'ai de l'information pour vous. Vous savez, l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail s'est sérieusement penché sur la question. Ils ont dit, OK, oui, les séparateurs physiques, mais pas n'importe quoi. Ça nous prend du polyéthylène avec un grade 6000. Ça, c'est pour la qualité au niveau du secteur de la construction, là, pour qui vous installe le bon type de panneau ou le bon vieux plexiglas. On veut limiter le passage des contaminants. Il y a la proposition d'avoir un ruban adhésif toilé pour vraiment assurer là, quelque chose de solide au niveau de la fixure. Je vais vous montrer une illustration, ça ne sera pas très long. Et bien sûr, il ne faut pas fermer totalement l'espace pour assurer une certaine circulation là, de l'air. Le visuel que je vous... ici, si je tenais à vous dire, c'est un extrait des recommandations. Hein. Je vais vous allez avoir le lien si ça vous intéresse d'aller voir le guide. Moi, j'aime bien les visuels. Une image, ça vaut 1000 mots, surtout quand vient le temps d'installer quelque chose. Le ruban adhésif toilé, vous l'avez ici en jaune. Et aussi, le polyéthylène ou le plexiglas, hein, on le voit, ça fait comme une petite cloison pour vraiment protéger, oui, il y a la devanture, mais les côtés aussi du caissier ou la caissière. Alors, on parle quand même d'un bon 7 pieds parce que vos clients sont grands, c'est de toute taille, donc le 7 pieds, là, on met toutes les chances de notre côté. Ici, réduire la possibilité de contamination, c'est sûr que ce qui est très encouragé, c'est les caisses automatiques libre-service. Oui, ça implique du nettoyage, une désinfection, mais ça expose moins votre personnel, ce qui est très intéressant. Bien sûr, on laisse les gens emballer eux-mêmes leurs produits. Hein, ça, c'est la règle de l'art également. Pour réduire la contamination, on va utiliser aussi une caisse sur deux. Des fois, surtout quand on manque d'espace et que c'est difficile de tout réaménager, ça peut être simplement de condamner une caisse. Et là, les déplacements des clients, les déplacements d'une autre caissière ou d'un autre caissier, ça fait en sorte qu'on peut respecter davantage le 2 mètres en faisant ça. Donc, ça peut être une autre avenue aussi à explorer. Ce qu'on veut, hein, c'est le paiement sans contact, je le réitère. Et ce qui est très pratico-pratique, c'est d'éviter d'avoir à manipuler le terminal, qu'il soit tout de suite bien orienté vers le client. Alors là, déjà, on met toutes les chances de notre côté. Et si vraiment on a des gens qui insistent à payer en argent comptant, c'est pas du tout encouragé, mais bon, vous avez affaire à tellement de personnes différentes. Et ça peut être vraiment l'ouverture là, de la sortie des articles. Alors, je vous montre ça immédiatement sur le schéma. Voyez-vous, c'est la zone ici là, en jaune. Il y a des petites lanières de plastique sur le modèle de l'IRSST, mais on va voir aussi, il peut y avoir juste une toute petite ouverture en bas du plexiglas pour laisser passer l'argent et sans qu'on ait un contact là, à moins de 2 mètres pour avoir le change. Alors, l'INSPQ a donné une précision que je trouve très importante pour pas que vos caissiers se lavent les mains à chaque 5 minutes. Moi, j'ai cette préoccupation-là de rendre la peau
plus faible, crevassé, irrité, à force de se nettoyer les mains. Il faut le faire régulièrement, mais quand même, entre chaque client, c'est un peu difficile. Alors, ça serait surtout s'il y a un contact avec l'argent, s'il y a un contact avec des cartes, s'il y a un contact avec le terminal qui a été manipulé par le client, bien sûr, là, on a besoin de notre gel hydroalcoolique. Mais s'il n'y a pas ce contact-là, c'est très intéressant. On peut passer à l'autre client tout en étant sécuritaire, mais il faut vraiment tout mettre de notre côté pour que ça fonctionne. Et je vais vous donner l'info. Regardez ici. Agir à la source, moi, je suis vraiment dans l'esprit de la loi de la santé-sécurité. C'est comment est-ce qu'on peut être le moins possible en contact avec la petite bête, avec le coronavirus. Alors, en pharmacie, c'est intéressant. Vous voyez à la photo de gauche un pharmacien qui a son plexiglas qui descend vraiment très bas. Et vous voyez ici son scanner, il est déjà prêt. Il ne touche pas aux produits de la cliente ou du client. Et dans les pharmacies, on voit ça beaucoup en 4 étapes. C'est vraiment le client. C'est sûr qu'il y en a qui disent oh, on n'est pas habile là, tout de suite. Il faut vraiment présenter le code barre au caissier ou à la caissière. Et comme ça, le caissier ne touche pas aux produits et ça favorise vraiment la limitation de la propagation du virus. Donc, c'est une belle façon d'avoir des idées dans nos milieux. Quand c'est difficile de respecter le 2 mètres, je vous le disais, les équipements de protection individuelle dans le commerce de détail, écoutez, c'est la même liste que celle qui est donnée pour tous les secteurs en entreprise. Mais je tenais à vous donner un visuel en contexte de caisse. C'est pas toujours évident de maintenir ce 2 mètres-là. Alors, ce qui a été beaucoup fait par les autres pays là, qui ont vécu la pandémie avant nous, c'est la visière et le masque chirurgical parce qu'il y a moins de buée. C'est une belle option quand c'est difficile de maintenir le 2 mètres. Mais évidemment, moi, je tiens à vous préciser ça. Il y a eu la communauté scientifique s'est vraiment mobilisée à savoir, OK, qu'est-ce qu'il y en est de la protection respiratoire? Parce que c'est vraiment le masque de procédure qui a la palme, OK, pour les travailleurs. Les auteurs concluent que le port, vous savez, le couvre-visage artisanal, euh, ça ne va pas remplacer le masque de procédure en contexte de travail. Juste la visière, ça ne remplace pas le masque de procédure en contexte de travail. C'est vraiment, les auteurs s'entendent, il y a un consensus à ce niveau-là. C'est le masque de procédure et une protection oculaire qu'il faut privilégier en cette période de pandémie en milieu de travail. Donc, ça peut être acceptable, on s'entend à la visière, là, quand vraiment c'est beaucoup trop embué et que ça devient non sécuritaire de faire son travail. Alors, par exemple, au niveau du guide pour la construction, c'est l'entente qui a été faite. Mais la distanciation et l'hygiène des mains, ça demeure fondamental quand on est contraint à juste mettre la visière. OK. Et là, je me déplace. Ici, voilà, je m'en viens ici. OK. Ici, vous voyez, il y a des visuels intéressants. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a une belle affiche. Juste pour se rappeler, c'est beau, là, le masque de procédure, mais comment je l'installe sécuritairement et comment je le retire? Comment je me comporte avec mon masque chirurgical? Il ne faut pas porter nos mains à notre visage. Il faut vraiment se laver les mains avant et après utilisation. Mais un visuel, ça peut être aidant. Et bien sûr, il existe aussi des très, très bonnes vidéos à ce sujet-là. Je vous invite à cliquer sur le lien pour avoir accès à tout ça. Ici, il y a un couvre-visage artisanal. C'est le mien ici que j'ai pris en photo. Alors, c'est sûr que c'est vraiment pour la population en général. Ça a été pas mal médiatisé. Le masque fait maison, couvre-visage. Ils nous le disent clairement que on n'a pas de preuve que ça va vraiment nous protéger autant que le masque de procédure. C'est vraiment encore à l'étude, mais quand même, pour éviter la propagation de nos propres gouttelettes, pour le porteur de ce couvre-visage-là, ça semble quand même donner un bon coup de main. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Et ces masques pourraient aider à diminuer le risque de transmission du virus de cette façon-là. Donc, ce qui a été dit, c'est quand c'est difficile dans les lieux publics où le 2 mètres, c'est très difficile de le maintenir. Si l'ensemble de la population porte le couvre-visage, bien, on peut techniquement réduire la propagation du virus. C'est vraiment les dernières données qui sont là et c'est sûr que
notre premier ministre, M. François Legault, a donné l'exemple le 12 mai. Alors lui, il a dit, écoutez, je le recommande fortement quand la règle du 2 mètres ne peut être respectée et on voit que dans les commerces, hein, c'est encouragé. Donc, c'est une directive qu'on a. Alors, j'espère que ça va toujours bien, que vous êtes avec moi. Je poursuis avec les livreurs. Vous savez, cette dernière étape, c'est encore l'image de votre entreprise qui suit, hein, qui suit jusqu'au seuil de la porte de votre clientèle. Déposer les colis au sol. Les livreurs, des fois, c'est pas toujours facile pour eux. Faut vraiment les aider à développer le réflexe de déposer le colis, de se reculer et de laisser le client prendre son produit pour ne pas l'exposer là, au coronavirus. Donc, c'est vraiment une discipline à intégrer dans nos mœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait aucune manipulation d'argent ou de paiement au niveau lors de la livraison. Il faut que ce soit fait avant pour faciliter la sécurité là, dans la mesure du possible. Le sens unique. Le sens unique, ça, c'est vraiment intéressant. Si on est capable de l'avoir, on ne veut pas que les gens se croisent. 2 paniers de distance, on peut s'en inspirer dans les commerces, évidemment. Le marquage au sol, hein, ça aussi, c'est intégré de plus en plus, mais il ne faut pas l'oublier près des caisses, à l'entrée du magasin, aux salles d'essayage, c'est applicable, bien entendu. L'hygiène et l'étiquette respiratoire. Donc, ces règles de base-là, mais qui sont vraiment omniprésentes, il faut les afficher. Il faut faire penser aux gens de se laver régulièrement les mains, se couvrir la bouche et le nez, bien sûr, quand on éternue. Et le dernier, et non le moindre, là, éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains. Ganté ou non ganté, là, on peut soi-même s'infecter assez facilement comme ça. Et c'est un défi parce que dans 1 heure, on peut se toucher environ 20 fois le visage. Donc, c'est une discipline personnelle à intégrer et c'est pour ça que ça nous prend des rappels, des visuels pour ça. Ça donne un coup de main. Les mesures d'hygiène accessibles aux travailleurs, hein, évidemment, il faut donner un coup de main à nos travailleurs, il faut leur donner des essuie-mains, il faut qu'il y ait des poubelles sans contact, idéalement, et l'eau et le savon et le gel. Très important. Spécifique au commerce de détail, au niveau lavage des mains, bien ici, encore une fois, vos directives clairement identifiées et une personne aussi qui s'assure que ça se fait. Parce que imaginez la frustration de la clientèle si vous voyez un client qui ne se lave pas les mains en entrant dans le commerce. C'est très choquant alors que tout le monde fait l'effort. Donc moi, je l'appelle ma petite douanière ici, d'avoir quelqu'un qui est là avec un sourire, qui est courtoise, qui encourage les gens à l'être et qui indique à 2 mètres de distance qu'il faut vraiment utiliser le gel hydroalcoolique avant d'entrer dans le magasin. C'est la règle du jeu fondamentale. Encore une fois, l'INSPQ fait une recommandation très claire. Il faut vraiment, à l'entrée et à la sortie du commerce, avoir un distributeur de solutions hydroalcooliques. Et idéalement, hein, si vous pouvez avoir quelqu'un, votre douanier, votre douanière, c'est toujours un plus. Ici, vous voyez l'affichage au niveau de l'hygiène. Je ne dirais peut-être pas assez, mais vraiment, si on peut éviter que les clients touchent aux terminaux, on favorise le paiement électronique, on s'évite de se laver les mains constamment. Donc, de le rappeler sur le visuel, c'est un plus. On élimine à la source. Si les clients paient avec de l'argent comptant, évidemment, ça nous prend notre gel hydroalcoolique. On veut que les gens emballent leurs choses, mais surtout, au niveau du guide, là, ce qui est fondamental pour vous, les livreurs, hein, c'est important qu'ils aient ce nettoyant sans rinçage-là dans leur camion, dans leur véhicule, pour se nettoyer les mains entre chaque livraison. C'est une belle façon de protéger le produit et de protéger le livreur également, qui peut peut-être toucher aux rampes de métal lorsqu'il veut déposer le colis. Des fois, c'est des immeubles à logement. Il y a plusieurs personnes qui ont touché à cette rampe-là. On sait que le coronavirus peut vivre longtemps sur le métal, donc on met les chances de notre côté et on donne un petit coup de main au livreur dans toute cette expérience-là. Ici, au niveau de la salubrité, de l'environnement, on voit que
le guide, le tronc commun pour tous les secteurs, pas juste les commerces, vraiment tous les secteurs en reprise. Il faut assurer un bon entretien et un bon fonctionnement de votre système de ventilation. Alors, c'est l'article 104 du règlement en santé et sécurité du travail qui est très clair là-dessus. Il faut l'inspecter, il faut le régler au moins une fois par année. Les fils doivent être entretenus et remplacés. Alors, il ne faut pas hésiter d'aller chercher l'expertise pour que vous puissiez avoir ça de documenté. Si jamais un inspecteur vient dire, écoutez, oui, j'ai fait vérifier mon système de ventilation, mes fils sont changés. Hein, vous avez fait votre job de bon père ou de bonne mère de famille à ce niveau-là. Ça donne un bon coup de main. Aussi, au niveau des installations sanitaires, elles doivent être nettoyées au moins une fois par quart de travail. Nettoyer étant enlever toutes les souillures possibles, parce que quand on va désinfecter hein, les installations sanitaires, une fois par jour, ça va être efficace. Il n'y aura plus de petits coronavirus. On veut faire la rasiade, tout ça. Je trouve ça important, rapidement, là, de faire la distinction. On en perd dans notre latin des fois. Là. La différence, le nettoyage, la désinfection, c'est assez proche. Là. On élimine nos saletés en faisant un bon nettoyage. Hein. Un savon dégraisseur de base là, va faire une belle job avec le coronavirus. On le sait, hein, c'est un petit virus qui est très sensible, qui peut être facilement dissous à l'aide d'un dégraisseur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Juste un nettoyage, ça va enlever quand même une bonne partie des coronavirus. Donc, moins il y en a en surface, moins il y a de chances de propagation. Mais ça ne sera pas 100%. Alors ici, pour vraiment désinfecter nos surfaces, bien, on va vraiment, après le nettoyage, là, y aller avec un désinfectant. Évidemment, il y a des produits qui nettoient et qui désinfectent en même temps, c'est super, mais il faut laisser le temps d'agir, il faut suivre les directives du fabricant, mais il faut surtout bien enlever les souillures avant la désinfection. C'est les règles de l'art. Vous avez le lien aussi hein, de l'INSPQ à ce sujet-là. Et je vais vous donner des ressources aussi sur les nettoyants dans quelques secondes. Mesures de salubrité, côté aire de repas, bien sûr, ça doit être nettoyé. S'il y a des débris de nourriture, etc., des corps gras, on nettoie tout ça pour quand on va désinfecter au quotidien, ça va être efficace. Évidemment, les tables, les comptoirs, les poignées, tout ce que les gens touchent souvent au niveau des surfaces, il faut que ce soit, nettoyé, enlever toutes les souillures. On fait déjà une bonne job pour enlever une grande partie du coronavirus. Côté salubrité, c'est sûr que les outils et les équipements utilisés doivent être vraiment nettoyés après chaque heure de travail minimalement et surtout quand on n'a pas le choix de les partager, on y va à fond avec ça. Je rajouterais même, il faut les désinfecter aussi là, pour être sûr qu'on ne se transmet pas le coronavirus. On retire les objets non essentiels. On est vraiment à l'ère très zen. On veut ça dans nos décors très scandinaves. Pas de revues, pas de journaux, pas de bibelots. On enlève tout ça. Comme ça, on a moins à frotter. Hein, c'est quand même aidant. Les ressources dont je vous parlais il y a quelques secondes vous donnent plus d'informations. Ce qui est très intéressant, Santé Canada, vous avez le lien, là, va vraiment vous dire si vos produits, vous entrez le nom de votre produit, puis vous dit s'il est certifié contre le coronavirus. Donc, c'est une belle façon d'avoir cette assurance-là. Pour ceux qui ont de la difficulté à avoir accès des fois à un désinfectant, bien c'est sûr que l'INSPQ sur son site est très clair, dit écoutez, vous pouvez avoir une solution diluée d'eau de Javel entre 0,1 et 0,5 %. C'est la recette, probablement que vous avez vu beaucoup dans les médias, hein, une partie d'eau de Javel pour 9 parties d'eau. Donc, c'est efficace. Mais ce qui est très important, puis des fois, les gens, je reçois cette question-là, là, c'est très important qu'elle soit préparée quotidiennement. Moi, je l'ai appris, là, je ne savais pas qu'une dilution d'eau de Javel, c'était moins puissant comme tel, qu'il faut vraiment la refaire. On ne peut pas se faire une batch bonne pour quelques jours. Il faut vraiment la refaire. Donc, il faut favoriser les petites quantités pour ne pas perdre justement de solutions d'eau de Javel diluée. Ce qui est clair aussi, Santé Canada donne ses directives hein, à ce niveau-là. Puis eux, c'est une autre recette. C'est une tasse d'eau pour une cuillère à thé d'eau de Javel. Mais c'est tout aussi efficace parce que ça respecte le 0,1 à 0,5 %. Donc, la recette de l'UNSPQ, c'est la plus concentrée, puis celle de Santé Canada, c'est la moins concentrée, mais les deux offrent une efficacité. Donc, c'est rassurant de suivre l'une ou l'autre des recettes.
En passant, les manipulations d'eau de Javel, c'est plus fort que moi. Là, le SIMDUT, le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, lorsqu'on transvide, on se protège. Hein, on porte une lunette, on porte des gants. Évidemment, on ne veut pas que ça aille dans une bouteille de Gatorade, prendre une petite shot d'eau de Javel diluée par mégarde. On ne veut pas ça. On veut vraiment que le contenant qui accueille votre solution soit clairement identifié. La meilleure des choses, c'est de prendre une photo de l'étiquette de l'eau de Javel avec les mesures de prévention. Comme ça, vous avez tout en main. Et si jamais un inspecteur vient, il va voir que vous faites les choses correctement. Honnêtement, je vous recommande de trouver vos produits de désinfection déjà tout bien balancé, le mélange tout fait, que vous n'avez pas à faire ces manipulations-là à chaque jour. Le monde idéal, bien évidemment. Ce qui est propre au commerce de détail au niveau de la salubrité, c'est beaucoup les surfaces fréquemment touchées. Ça, je pense que c'est un point très sensible pour vous. Il faut penser au point de contact des clients. Donc, le panier d'épicerie, c'est un exemple, mais il y a certainement plusieurs autres objets, comme je pense au cintre, des vêtements qui sont manipulés souvent, par exemple. Tout ce que les clients vont être appelés à manipuler souvent, il faut vraiment assurer une désinfection de ces surfaces-là. Les risques psychosociaux. OK, tiens, je me promène. Les risques psychosociaux en milieu de travail. Alors, j'ai choisi ce visuel-là, mais sachez, hein, on aimerait ça, être proche des gens qui souffrent, qui ont de la difficulté à s'adapter à cette nouvelle situation-là. On ne peut pas mettre la main sur l'épaule de notre collègue, mais on peut faire beaucoup en offrant un support en gardant notre 2 mètres de distance avec un collègue ou une collègue, avec un employé. Je vous entretiens là-dessus. Je trouve ça. Moi, je donne beaucoup de cours en communication et ça fait tellement la différence. Évidemment, dans votre contexte, la violence, hein, c'est le public. Vous faites affaire à des gens peut-être qui viennent de se divorcer, qui vivent des difficultés financières. Hein, vous êtes des personnes extraordinaires en contact avec toutes sortes de gens. Ça vous demande une grande patience et un côté humain très développé. Mais vous ne devez tolérer aucune forme de violence dans vos commerces, bien sûr. Il faut clairement l'afficher. Et c'est très sensible actuellement. Favoriser des moyens d'échange de soutien social avec vos employés. Faut les écouter. C'est très aidant d'avoir juste des petits moments de chat, même si à 2 mètres de distance, les employés ont besoin de ventiler, de se donner des trucs entre eux pour être plus efficaces, de parler d'autres choses que le coronavirus aussi, ça fait du bien. On a besoin de ça, cette bouffée d'oxygène-là. Il faut accueillir les préoccupations de notre personnel. Hein. Ça demande cette attention-là, mais ça peut faire toute la différence dans la journée, dans la semaine de votre employé après. Ça se peut qu'il y ait des signes de détresse, hein, puis on n'est pas tous psychologues, là, évidemment. Il faut diriger notre monde vers le programme d'aide aux employés. Je connais des gens qui l'ont consulté, puis juste des fois 2 séances, ça nous remet sur les rails. On s'organise mieux, on s'adapte avec cette nouvelle situation-là, parce qu'il faut le faire pour reprendre notre économie en main. Assurer une bonne communication des mesures de prévention, c'est la clé. Qu'est-ce qu'on met en place dans notre commerce? À quoi on s'attend de vous? C'est quoi les règles du jeu? On a une liste. Moi, je vous encourage à utiliser les aides-mémoires. Je vais vous donner les liens tantôt. Un checklist de tout ce qui doit être fait au quotidien. On est tranquille après, on a fait notre job, on part notre journée et on reste vigilant. Donc ça donne une belle assurance commune qu'on a fait notre travail contre le coronavirus. Alors, il faut bien communiquer, vous savez, toutes ces mesures préventives. Il faut clairement que les gens comprennent, OK, aujourd'hui, on va faire un rappel du marquage au sol. On va faire un rappel des mesures de distanciation avec la clientèle. Quand un client pose des questions, comment on procède, etc. Puis de dire pourquoi je fais ça avec vous ce matin. Pourquoi c'est si important ces mesures préventives-là. De rappeler que le coronavirus, ça peut atteindre très gravement les personnes plus vulnérables particulièrement. Et pour donner un sens, hein, parce que c'est facile à un moment donné de le banaliser, puis on a le goût des fois de plus y penser, mais il faut quand même que ça reste omniprésent. Et une attention particulière pour la santé psychologique des gens, bien sûr, quand on communique cette information-là.
Ici, voyez-vous, vous avez vraiment, je vous parlais de la trousse là, pour le tronc commun, pour l'ensemble des secteurs du Québec. C'est vraiment la porte d'entrée pour la caverne d'Ali Baba pour tous les secteurs. Le guide pour tous les secteurs. Un aide-mémoire, hein, quand on veut réouvrir notre milieu de travail, qu'est-ce qu'on doit faire? La distanciation physique aussi, il y a l'aide-mémoire pour tous les secteurs. Hygiène, étiquette respiratoire, la salubrité, l'exclusion, les risques psychosociaux, tout ça, c'est commun hein, à tous les secteurs. Je vous invite à aller cliquer sur ces liens-là, télécharger ces listes-là, ces aides-mémoires-là. Ça va vous aider grandement. Même chose au niveau des affiches, hein, c'est des bons visuels à prendre. J'attire votre attention, mesure mise en place par l'employeur. Là, vous voyez, là, vous allez voir, ça va être un checklist vide avec des cases. Donc, toutes vos actions à vous, toutes vos idées créatives à vous, à votre personnel, qu'est-ce que nous, on fait à chaque jour pour lutter contre le coronavirus? Qu'est-ce qu'on nettoie? Bien, ça peut être un plus. Vous allez monter votre propre liste informatique. Ça peut être aidant. Donc, propre au commerce de détail aussi. Alors là, bien sûr, j'attire votre attention hein, sur votre porte d'entrée, votre caverne d'Alibaba à vous, votre guide, votre aide-mémoire plus pointu, vraiment pour à chaque jour, qu'est-ce qu'on doit faire, et votre affiche. Donc, je vous invite à aller chercher ça. Donc, je vous montre un visuel, hein, l'extrait de la liste de vérification au quotidien, là, à chaque jour, ce qu'on doit faire. C'est propre à tous les secteurs. Il y a votre petite caisse qui est là. C'est parce que, regardez, il y a une section vraiment spécifique pour les gens du commerce de détail, le panneau, les fournisseurs, les clients. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour assurer hein, une lutte au quotidien? Donc, voilà. Ici, vous voyez en référence supplémentaire, moi j'aime beaucoup, c'est un site du gouvernement du Québec qui nous tient à la page hein, sur la reprise graduelle des activités. Il y a une foire aux questions. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des questions et il y a beaucoup de réponses aussi sur ce site-là. Je vous invite à aller le consulter régulièrement. Alors voilà, écoutez, moi, ça met fin à la portion vraiment diffusion de l'information. Je voulais, dans un court laps de temps, vous donner le maximum. Donc maintenant, je vais céder la parole à Vanessa qui va pouvoir prendre vos questions. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran, voilà, et je laisse la parole à Vanessa. Parfait. Merci beaucoup, Dominique, pour la présentation. Nous avons 3 questions en ce moment. Donc, la première question, je vais vous la poser. Que recommandez-vous concernant l'utilisation des bornes interactives / tactiles en magasin pour améliorer l'expérience client et aider les vendeurs tout en respectant les consignes sanitaires? Bien, premièrement, je vous encourage fortement à les utiliser. C'est une excellente initiative de les avoir là. Par contre, c'est sûr qu'on comprend, je vois borne interactive, c'est pas tout le monde qui est familier. Les gens, des fois, ont besoin d'assistance. Ça fonctionne pas, madame, j'ai tel problème, je vois la scène. Et c'est sûr qu'il faut assurer à votre personnel qui va être en charge de ça, d'avoir une protection respiratoire, d'avoir des lunettes ou une visière si vraiment elle doit s'approcher du client. Mais si elle est capable de maintenir son 2 mètres de distance, l'employé qui va donner les directives plus pointues pour dépanner le client là, qui n'est peut-être pas tout de suite familier avec la borne interactive, c'est l'idéal. Si elle peut maintenir son 2 mètres de distance, et bien sûr, si elle doit s'approcher, le masque, la visière. Et on s'entend que ça prend un contact relativement prolongé, OK, pour qu'il y ait vraiment transmission. Là, c'est sûr que ça dure quelques minutes. Le risque de propagation est quand même relativement faible, mais c'est une précaution, le masque et la visière, je vous dirais. Je ne sais pas si ça répond à la question, Vanessa. Est-ce qu'on a un feedback? Je vais laisser le temps de digérer ma réponse. Parfait. J'ai une deuxième question. Comment calculer le nombre de personnes qu'on peut avoir dans notre magasin en même temps? Alors voilà, oui, c'est sûr que ce qui a été très aidant pour les feedbacks que j'ai obtenus de ma part, j'ai eu une réponse, Jonathan Scarfo, oui, merci beaucoup, ça fonctionne pour les bornes, merci, la réponse est bonne. Alors, je reviens au nombre de clients en magasin. C'est vraiment de connaître quelle est la capacité maximale de vos installations. Et moi, les gens à qui j'ai parlé, c'est vraiment, ils me disent, moi, j'ai appelé carrément mon service prévention incendie
de mon quartier. Et ils m'ont dit quelle est la capacité maximale. Et ils ont même aidé à savoir, bon, on coupe ça peut-être de 40% pour être sécuritaire. Et là, on a notre nombre approximatif d'individus qui peuvent franchir le seuil de votre porte de cette façon-là. Parfait, merci. Puis j'ai une dernière question. Oui. Comment faire pour un kiosque dans un centre commercial Oh là là. particulièrement? Mais là, les centres commerciaux sont encore fermés. Je pense qu'il va y avoir certainement des directives de la CNESST. Vous savez, moi, je suis en contact très étroit avec le comité COVID-19 de la CNESST. J'ai des gens que je connais depuis 10 ans là, qui travaillent d'arrache-pied. Je sais que j'ai commencé à à lire des choses un peu. Tu sais, en kiosque, ça va être encore une fois les règles de distanciation et ça va être beaucoup, les gens vont devoir regarder au travers beaucoup de la vitre, le produit, parce que commencer à manipuler les produits, il va y avoir des directives à ce niveau-là. Mais on va suivre ça de près parce que je comprends que vous voulez rapidement vous préparer à ça parce que c'est sûr, quand le feu vert va être là, vous voulez être au début de la parade. Donc, soyez assurés que moi, je vais surveiller ça de près et je vais m'assurer de transmettre l'information à Vanessa et à Françoise. Je sais que vous avez un site, il y a un site de foire aux questions et je pourrai transmettre l'information dès que ça va sortir. Mais vous pouvez aussi m'écrire personnellement. Ceci dit, je vais vous garder en mémoire et je pourrai tout de suite vous envoyer l'information. Je ne sais pas si ça satisfait votre demande pour l'instant. Parfait. J'ai fait le tour des questions dans le Q&A. Oh, je pense qu'il y en a une qui vient de rentrer. Okay. Oui, en tant que fournisseur, peut-on se faire recommander ou certifier par la CNESST si nous offrons des solutions technologiques favorisant la distanciation physique? Solution technologique étant, j'imagine, le télétravail. Alors, se faire certifier par la CNESST, c'est pas leur... je vais faire le parallèle avec le CIMDUT là, pour les matières dangereuses. Ils n'ont pas tendance à se certifier. Ce qu'ils vont s'assurer, par contre, c'est qu'il y a vraiment une prise en charge qui est faite, que vous respectez bien toutes les règles du jeu. À ce moment-là, c'est sûr que c'est intéressant si vous êtes capable de dire, écoutez, moi, j'ai eu une visite d'un inspecteur de la CNESST et tout ce que je mets en place, bien, c'est conforme à ce que les guides demandent, c'est conforme aux dernières directives de la santé publique. Donc, c'est sûr que ça peut être rassurant pour votre client d'avoir cette information-là. Mais ce que je vous invite à faire, vous savez, le site de la CNESST, je vous ai donné le lien vers la trousse COVID-19 et il y a aussi une foire aux questions. Vous pouvez directement les contacter pour poser la question à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pour vous. Mais ceci dit, c'est pas dans leur habitude de certifier des organisations. Par contre, vous pouvez documenter tout ce que vous faites pour prouver que vous êtes en conformité avec les règles du jeu et ça, c'est grandement rassurant pour votre clientèle. Mais ceci dit, vous pouvez m'écrire personnellement. Je pourrais peut-être là, vraiment vous donner là, l'information par écrit plus précise si vous le souhaitez. Parfait. Merci. On a Monsieur Pierre Absi. Ce n'est pas une question, c'est juste une information. Il donne ses coordonnées car il est fournisseur de paiement électronique. Donc, si les personnes sont intéressées. Ça, c'est le fun pour ça, hein, le clavardage. Ça Voilà. crée un réseau, c'est bien. Exactement, on s'entraide. Parfait. Je pense que ça fait le tour pour les questions écrites. Est-ce que j'ai vu passer quelque chose sur la procédure à suivre en cas de COVID-19? Est-ce que j'ai vu ça? Alors. Mais c'est un petit pop-up, pouf, c'est reparti. Ok, je vais regarder dans le chat. Parfait. Oui, c'est vrai. Dans le chat, on a oui, Sylvie. Si un cas de COVID est déclaré, quelle est la procédure? Aïe, aïe, aïe. C'est sûr que s'il y a un cas de COVID qui est déclaré, comme je vous disais, là, que ce soit, donc le guide focus pour vos employés, là, mais je pense que c'est la même chose. Vous avez un client qui commence à se sentir mal
qui commence à se sentir mal dans votre commerce. Alors, il faut l'isoler, on y met le masque de procédure et on appelle à la ligne 1877, là, le numéro de téléphone que je vous ai mentionné au niveau des diapositives. Et eux, vraiment, à partir de ce moment-là, ils vous prennent en charge. C'est sûr que ça va prendre une décontamination, surtout. C'est pour ça qu'on veut un local. On ne veut pas avoir à décontaminer tout le commerce, là. C'est surtout le local où est-ce que la personne a été isolée. Puis bien sûr, si vous suivez les règles de toujours désinfecter les points de surface que les gens ont touchés, particulièrement cet individu-là, mais le réflexe, c'est vraiment protection respiratoire, l'isoler, appeler, et eux, ils vont vraiment vous dire quoi faire, mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à une certaine décontamination des lieux. Et je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont spécialisées dans ça pour venir vous donner un coup de main rapidement, pour pas que vous soyez paralysé, que vous puissiez là, poursuivre vos activités, là, ça va de soi. Parfait. J'ai Madame Paquerette Baudin qui a une question orale. Alors, je vais activer son micro. OK. Madame Baudin, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez… Oh, oui. Ah, voilà. Bonjour. Parfait. Bonjour. Ma question, moi, ça concerne l'installation d'un plexiglas sur un comptoir. OK. La distance de l'ouverture du plexiglas et du comptoir même, y a-t-il une distance particulière à respecter? OK, pour l'ouverture. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le document de l'IRSST, effectivement, on voyait qu'il n'y avait pas d'ouverture à part les petites lanières de plastique. Et bien sûr, ce qu'on voit dans les commerces, comme ce que je vous ai montré au niveau du pharmacien, on voit qu'il y a une petite ouverture, tu sais, qui est vraiment sécuritaire. L'idée, c'est que ça laisse assez de place pour scanner le produit. Donc, c'est le client qui dépose dans le bas du plexiglas son produit et votre caissier n'a qu'à scanner le produit. Donc, à ce moment-là, cette ouverture-là, je n'ai pas les mesures exactes. Il y a toutes sortes de choses. J'ai même vu honnêtement, dans certaines pharmacies que, oh mon Dieu, j'avais l'impression que c'était tellement, il y avait beaucoup d'ouverture et je me disais, est-ce que les gouttelettes pourraient se propager? Moi, vraiment, je recommanderais une ouverture petite, mais assez grande peut-être pour vraiment bien scanner les produits. Maintenant, si vous voulez, Madame, vous êtes Madame Baudin? Oui. Oui, c'est ça. Vous pouvez m'écrire personnellement et moi, je vais poser la question au comité COVID-19 de la CNESST et je pourrais vous transmettre l'information. Peut-être que ça va intéresser d'autres personnes aussi, là. Il y a sûrement, tu sais, vous savez, les compagnies spécialisées en plexiglas se mobilisent et il y a plein d'idées. Je ne sais pas s'il y a des mesures réglementées, mais on favorise, je sais qu'il y a même des commerces que c'est complètement fermé parce qu'on est capable de scanner au travers le plexiglas pour dire. Fait il y a différentes options. Si vous avez besoin d'une ouverture, je suis certaine qu'il y aurait une hauteur qui serait adaptée à votre situation, là, qui serait sécuritaire. Mais Okay. transmettez ça. Je veux bien répondre, puis je veux vraiment vous donner ce que vous avez besoin de savoir là, à ce niveau-là. Bon, mais merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je regarde Excellent. rapidement si j'ai pas d'autres questions orales, des petites mains qui vont se lever entre-temps. Oui, ça se pourrait. Ça se pourrait en effet. C'est sympathique les questions orales. Bien oui, absolument. Bon, on n'a pas d'autres questions. Alors, je vous remercie Dominique et je vais laisser la parole à ma collègue Françoise Paquet pour le mot de la fin. Très bien. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup Vanessa pour l'assistance. C'est apprécié. Ça fait plaisir. Oui. Donc oui, bonjour, rebonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup Dominique pour ton excellente présentation. Je pense qu'on y retrouve énormément d'outils, de références et je pense que, en tout cas, j'espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Je vous invite maintenant, peut-être Vanessa, si tu peux mettre la prochaine, en fait, je vous fais part immédiatement des prochains webinaires de formation qui sont offerts pour les prochaines semaines
par le Conseil québécois, par notre conseil et en collaboration avec Détail Québec. Donc, le prochain étant à venir la semaine prochaine, le 26 mai. Donc, on va parler d'achat local. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. Le gouvernement encourage le développement de l'achat local et tout ça. Donc, on aura l'occasion d'avoir M. Fabien Durif le 26 mai de 10h à 11h pour discuter cet enjeu-là, saisir les opportunités qui sont possibles actuellement. Donc, M. Durif, qui est à l'Observatoire de la consommation responsable et qui produit actuellement beaucoup de sondages qui sont en lien avec la reprise des commerces et tout. On aura l'occasion également d'avoir un webinaire le 27 mai et de nouveau, nous aurons le plaisir d'accueillir Dominique pour le même sujet dont on vient de traiter. Donc, si jamais vous avez des collègues ou encore des gens de votre entourage, n'hésitez pas à en parler et à les inviter à se joindre à notre webinaire du 27. Donc, ça complète la séance d'aujourd'hui. Donc, on vous remercie énormément de votre participation et au plaisir de vous retrouver dans le cadre de nos prochains webinaires. Donc, merci Dominique et Vanessa. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.